Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal réalisé par la rédaction de Monaco Info. Quels sont les titres qui font l'actualité aujourd'hui? Éléments de réponse dans ce sommaire. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a participé aux 10 ans de la Fondation Polaire Internationale en Belgique. Vous saurez tout sur le programme de la 17e journée européenne du patrimoine qui aura lieu le dimanche 14 octobre. Au Théâtre des Variétés, une vie de Saint-Martin était à l'honneur à l'occasion du lancement de l'année de la foi. Automobile en fin de journal avec la présentation de la nouvelle Classe A de chez Mercedes-Benz. Et puis après cette édition, ne manquez pas votre page sport pour tout savoir, notamment sur la Vino Party. Et pour débuter ce journal, je vous le disais en titre, ces images qui nous sont parvenues de Belgique où le prince souverain était en déplacement en fin de semaine dernière. Des images signées de nos confrères de RTL TVI. Le récit est signé Patricia Navarro. C'est à l'occasion des 10 ans de la Fondation Polaire Internationale que le prince Albert II s'est rendu à Bruxelles les 3 et 4 octobre dernier. Le prince souverain a notamment participé à un dîner de gala aux côtés de plusieurs membres de la famille royale belge, dont le prince Philippe et son épouse Mathilde. Il a ensuite pris part à l'édition 2012 de l'Arctic Futures Symposium, consacré à l'avenir de l'Arctique. Cette rencontre réunissant des politiciens, des ambassadeurs, des représentants des populations autochtones, des industries et des scientifiques était organisée en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. La Fondation Polaire Internationale a été créée en 2002 et est donc basée à Bruxelles. Le Prince Albert II connaît bien l'un de ses fondateurs, l'explorateur Alain Hubert, qu'il avait rejoint à la station Princesse Elisabeth lors de son expédition en Antarctique. C'est un homme passionné, c'est un homme habité d'une grande volonté, d'une grande détermination. On sent qu'il a l'amour même de ces régions polaires. Et donc, il a vraiment à cœur non seulement de réussir, mais d'entraîner avec lui toutes les personnes qui sont désireuses d'apporter leur contribution. La Fondation Polaire Internationale a pour mission l'information et la sensibilisation du public et des autorités sur les changements climatiques et leurs conséquences. Un mot à présent pour vous annoncer le décès d'André Sameleux dans sa 93e année. Il avait exercé les fonctions de ministre d'État en principauté pendant presque 10 ans, de 1972 à 1981, sous le règne donc du prince Régnier III, avant de rejoindre la SBM en tant qu'administrateur délégué. André Sameleux qui avait pris part aux célébrations liées au centenaire de la Constitution en janvier 2011, puisqu'une plaque à cette occasion avait été dévoilée au ministère d'État, plaque sur laquelle figurent les noms des ministres d'État de Monaco. Le gouvernement princier exprime bien sûr ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Ouvrons à présent notre dossier de la semaine. Jusqu'à vendredi, nous vous proposons une série de reportages consacrés à la 17e journée européenne du patrimoine qui aura lieu le dimanche 14 octobre. Le thème cette année, Albert Ier, science, lumière et paix. Alors vous le savez, à cette occasion, les musées ouvrent gratuitement leurs portes au public. Les musées, mais pas seulement. Plus de détails dans ce reportage signé Vanessa Dessy. Vanessa Dessy qui a pu rencontrer Jean-Charles Curaud et Françoise Gamerdinger. Albert Ier de Monaco, science, lumière et paix, tel est le thème retenu cette année pour la 17e journée du patrimoine. Ce week-end, vous pourrez ainsi découvrir de nombreux lieux culturels, mais l'originalité de cette journée, c'est surtout l'ouverture exceptionnelle de sites habituellement fermés au public. À chaque fois, des lieux qui sont fermés et qui sont également en rapport avec la thématique de l'année. Donc cette année, particulièrement pour le thème d'Albert Ier, nous pourrons visiter la bibliothèque du Palais Princier et surtout y découvrir des documents inédits, des archives qui ont été très gentiment exposés pour le public de la Journée du patrimoine. Parcours pédestre pour découvrir l'architecture et des moments historiques de Monaco-Ville, sorties en mer qui rappelleront les expéditions scientifiques du prince Albert Ier, mais aussi un itinéraire transfrontalier seront au programme ce samedi 13 octobre. Le public pourra partir à la découverte de l'architecture et de l'histoire de Roquebrune-Cap-Martin,
Donc le matin et l'après-midi, nous avons organisé 2 sorties indépendantes. Et donc le rendez-vous est donné devant le stade Louis II, nous partirons en bus et après un guide nous présentera toutes les petites histoires, les petits secrets et les grandes histoires de l'architecture de Roquebrune. Et le dimanche 14 octobre sera consacré à la découverte de sites incontournables en principauté, dont beaucoup illustrent bien les actions du prince Albert Ier. Sur le rocher, là, nous sommes devant sa statue, le musée océanographique est juste à côté. On a la cathédrale qui a été inaugurée sur son règne, le palais de justice qui est venu plus tard mais qui découle de la Constitution, le palais du gouvernement, enfin, palais princier évidemment. Mais peut-être une petite mention, jardin exotique dans lequel se trouve le musée d'anthropologie préhistorique et puis le petit musée des princes et des gardes de Monaco qui est au boulevard de Belgique et qui a des objets particuliers qui méritent le détour. Comme à chaque fois, la journée du patrimoine remporte un vif succès, un succès qui s'explique par le changement et la nouveauté apportée chaque année par la direction des affaires culturelles. Chaque année, nous changeons de thème. Donc, bien que nous soyons un petit pays, nous restons attractifs puisque la thématique est différente. Donc, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Ensuite, il faut dire que c'est un événement familial, ça se passe le week-end, les accès sont gratuits et cet événement permet vraiment de découvrir l'histoire, le patrimoine et le public est très attaché à cette découverte. Rendez-vous donc le week-end prochain en Principauté pour la 17e journée européenne du patrimoine. Et dans notre prochaine édition, eh bien, il sera question du centre scientifique de Monaco. Dans le reste de l'actualité, restons dans le domaine de la culture avec ces images du théâtre Princesse Grace. Beaucoup de monde au théâtre ce week-end pour voir la pièce Que ma joie demeure avec Alexandre Astier, qui ouvrait ainsi la nouvelle saison du TPG. Le héros et créateur de la série Kaamelott s'est aussi prêté, vous l'avez vu, au jeu des dédicaces pour le plus grand plaisir des spectateurs. Au programme, prochaine pièce avec l'Audriche cette fois-ci, le 26 octobre, L'Intrus. Du théâtre Princesse Grace au théâtre des Variétés où Saint-Martin était à l'honneur à travers un texte signé Alain Pastor, un texte construit sous forme épistolaire et adapté en pièce de théâtre. La représentation à laquelle assistait son Altesse Royale la Princesse Caroline de Hanovre marquait également le lancement de l'année de la foi, Léa Bellante. Entre mes doigts fragiles, je tenais un manuscrit du Moyen-Âge. Un homme seul sur scène, lisant des textes sous fond de violoncelle. Le spectacle d'Alain Pastor n'a pas besoin de figurants ni d'effets spéciaux. L'année dernière, pour l'anniversaire des 100 ans de la paroisse éponyme de Monaco, le diocèse avait demandé à l'auteur monégasque d'écrire un texte sur la vie de Saint-Martin. Adapté au théâtre avec l'acteur Jean-Paul Lucet, la pièce est rejouée cette année au Théâtre des Variétés et retrace la vie du saint. Hantait encore bien des mémoires. Le succès remporté l'année dernière nous a conforté dans l'idée que ce texte pouvait être facilement, en tout cas utilement, porté à la connaissance d'un public très large et au-delà, si vous voulez, du cadre strict de l'Église. Qui, depuis l'enfance, le fascinait tant. La pièce de théâtre Une vie de Saint-Martin est rythmée par des respirations musicales avec la participation sur scène de Frédéric Audibert, violoncelliste. C'est un superbe conte qui, bien sûr, en évoquant la vie de Saint-Martin, a toutes les dimensions possibles et imaginables de profondeur, de spiritualité, mais également un côté très anecdotique, si vous voulez, où on n'échappe à aucun des éléments de la vie de Saint-Martin, les miracles, les guérisons, ses rencontres avec le diable, sa création du gouffre de Padirac. C'est en fin de compte une grande histoire que l'on raconte aux gens. Le texte d'Alain Pastor est également adapté en livre. Il devrait paraître prochainement aux éditions du Rocher. Information en bref à présent avec la célébration du 20e anniversaire au Monte-Carlo Bay de la société MMCI, créée en 1992 et spécialisée dans le secteur des commissions en transport en douane. C'est à cette occasion également qu'a été officialisée la remise des insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite à Brigitte Mathez, la directrice de la structure monégasque.
Et pour clore cette édition, une fois n'est pas coutume, parlons automobile. La marque allemande Mercedes-Benz vient de présenter sa toute nouvelle classe A, une classe A qui fait peau neuve, une berline qui cible une nouvelle clientèle. Émilie Rousseau a pu assister à la présentation de ce véhicule en principauté et vous allez le constater, le changement est radical. Vous vous souvenez de la classe A avant ? Eh bien la voici maintenant. Mercedes-Benz a créé la surprise en dévoilant la 3e génération de classe A lors du dernier salon de Genève. Le modèle est plus compact et plus sportif. La nouvelle classe A en fait marque une rupture avec l'ancienne génération. On est aujourd'hui sur les lignes d'une berline compacte et sportive. On inaugure également sur cette voiture une nouvelle plateforme ainsi que des nouveaux moteurs. Mercedes-Benz cible donc désormais un créneau encore plus concurrentiel que l'ancien, mais ce modèle devrait vite séduire car il propose de nombreuses options telles que le pack sport. Alors on est encore une fois sur une voiture beaucoup plus basse, beaucoup plus sportive dans sa ligne et avec un châssis beaucoup plus moderne. La voiture accueille aujourd'hui toutes les dernières technologies embarquées chez Mercedes avec effectivement un rappel un petit peu à l'historique avec la console centrale, avec les bus chromés au milieu et la large console. L'impulsion de cette génération de classe A a un prix. Le modèle de base, la A180 Intuition, coûte 24 900 €. Le prix peut ensuite culminer jusqu'à 45 000 € selon les modèles et les options ajoutées. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité aujourd'hui. On passe à présent à vos prévisions météo. Mardi, prolongement de la période de temps sec, un temps agréable malgré la présence de quelques nuages, température supérieure au normal. Mercredi, du soleil et quelques nuages, des températures comprises entre 18 et 23 degrés. Jeudi, un soleil plus intermittent et des nuages qui pourront devenir menaçants en fin de journée. Temps encore assez doux. Et en fin de semaine, ciel nuageux et un peu de soleil, température comprise entre 17 et 21 degrés. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'actualité, c'est aussi sur le site Monaco Channel. Restez sur Monaco Info, dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Frédéric Elion pour votre page sport. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Monaco Info, bien sûr. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre page sport. Vous allez le voir, dans ce journal, de nombreux champions étaient présents cette semaine en principauté. Commençons tout de suite par du cyclisme. Dimanche avait lieu la Vino Party, une course organisée pour célébrer la fin de carrière du coureur kazakh Alexandre Vinokourov, un coureur installé en principauté. Voyez ce reportage. Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Jan Ullrich ou encore Richard Virenque, tous ont répondu présents dimanche pour la dernière course d'Alexandre Vinokourov. Le champion olympique en titre a effectué ses derniers coups de pédale en tant que coureur professionnel sur un circuit autour du port Hercule, 50 boucles d'1 km 200 au programme, pour un peloton composé de champions actuels et de véritables légendes de ce sport comme Eddy Merckx. C'est tout le monde du cyclisme qui a tenu à rendre hommage au champion kazakh. Alexandre est un ami et j'apprécie beaucoup l'homme, le sportif aussi. Sa façon de courir me plaît, me séduit. Et bon, j'ai couru quelques années, jamais dans la même équipe, toujours en adversaire, mais il y avait un respect total sur cette personne. Donc il était clair que comme on a des amis en commun, j'ai fait le déplacement et je suis content aussi d'enfiler un cuissard à maillot, c'est pas souvent. C'est un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai une très bonne relation, donc voilà, ça me fait plaisir d'y être. Et bon, on avait un peu regardé pour trouver une date qui pouvait correspondre à un maximum de personnes et on avait décidé de ce jour. Et puis bon, ça a été rendu possible aussi par la volonté de Vincent Watley qui a pu forcer les choses pour organiser ici, donc c'est super. Ouais. Alexandre Vinokourov restera dans les mémoires pour son palmarès. Il a remporté le Tour d'Espagne, le Dauphiné Libéré, Liège-Bastogne-Liège et bien sûr le titre de champion olympique à Londres il y a quelques mois, mais surtout pour son tempérament. Un coureur offensif qui n'hésitait pas à attaquer et se lancer dans de longs raids solitaires. Il était forcément très ému avant le début de sa dernière course. C'est vrai, c'est une fête, mais bon, à un moment ou l'autre, il faut arrêter. Bon, je trouve que c'est le bon moment pour arrêter et avec les médailles d'or, c'est difficile d'imaginer de plus et je suis content d'arriver jusqu'à là et
si content après les chutes. On a fait beaucoup de travail. Aujourd'hui même les professeurs ils vont être là. Et bon, je remercie tous les amis, tous les gouvernements qui sont autorisés à faire les circuits comme ça, faire les fêtes. Je remercie tous les coureurs, Edimar, Gilbert, Virenque, Jackie Durand, ils sont tous là, Jan Uhrlich, un bel plateau, pour ça, c'est une belle fête. Et la fête a été totale puisque le coureur kazakh a remporté la course. Une attaque placée à 2 tours de l'arrivée a fait la différence. Vino s'impose en solitaire devant le champion du monde Philippe Gilbert qui règle Vincenzo Nibali au sprint. Un podium de rêve pour un critérium d'adieu réussi. Alexandre Vinokourov débute désormais une nouvelle carrière puisqu'il sera en 2013 le manager de l'équipe Astana. Passons désormais au rugby. La Coupe du Monde était présente en principauté mercredi qu'à Antoine Ier. Le trophée voyage actuellement dans toute l'Europe dans le cadre d'une tournée avant le début des qualifications pour la Coupe du Monde 2015 qui aura lieu en Angleterre. Nous étions présents sur place. C'est le trophée suprême pour un rugbyman, la coupe William Webb Ellis, celle qui récompense une équipe sacrée championne du monde. Ce trophée mythique a fait une halte en principauté mercredi en présence d'un ambassadeur de choix, Lawrence Dallaglio, ancien 3e ligne de l'équipe d'Angleterre, champion du monde avec le 15 de la Rose en 2003. Accompagné de Dan Luger, un autre ancien international, il est venu en principauté pour évoquer le mondial 2015. Cette semaine est importante pour 2 raisons. Tout d'abord, dans 3 ans, jour pour jour, nous serons en pleine Coupe du Monde en Angleterre en 2015. Et cette semaine marque aussi le début des qualifications européennes pour la Coupe du Monde avec comme premier match Hongrie-Bulgarie à Budapest. Monaco est un endroit merveilleux. Ce matin, nous sommes allés à Menton avec Johnny Wilkinson afin de voir la tombe de William Webb Ellis. Il y avait une cérémonie en honneur de ce grand homme. Pour l'occasion, la Fédération monégasque de rugby a mis en place une journée porte ouverte. Un petit terrain a été installé sur le quai Antoine Ier afin de permettre aux jeunes de pratiquer le rugby et de s'initier à la balle ovale. C'est un grand honneur que nous fait le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2015 à Londres de faire de Monaco une étape de leur coupe. Donc c'est très intéressant pour nous, c'est valorisant et puis ça permet à tous les enfants qu'on voit là de pouvoir voir une coupe que je ne pense pas qu'ils toucheront un jour quand même. Le rugby, un sport qui prend de plus en plus de place en principauté. Rappelons que l'ASM a un nouveau terrain d'entraînement flambant neuf situé à Blozasque. En bref, parmi les résultats sportifs du week-end, notez la victoire en tennis de table de l'AS Monaco face à Antibes, 11-9. Les Monégasques sont toujours en tête de leur championnat de National 3. Prochaine rencontre à Valence le 20 octobre. Une autre équipe qui cartonne en ce début de saison, ce sont les handballeurs. L'ASM a battu Mangé-Vaudan 32-18. Avec 3 victoires en 3 matchs, les Rouges et Blancs sont premiers de leur poule en National 3. Les volleyeurs complètent le week-end parfait des équipes de la Principauté avec un succès 3-7-1 à Mandelieu dimanche. Ils conservent eux aussi la première place du classement National 3. L'ASM Basket, elle, n'a pas joué ce week-end en raison du forfait de l'équipe qu'elle devait affronter. L'Union Alroche-Case Métropole Basket, l'occasion pour nous de présenter les ambitions de l'équipe cette année en National 1. Être promu ne veut pas forcément dire manquer d'ambition. L'AS Monaco, qui découvre le championnat de National 1 cette année, a entamé cette saison par une courte défaite à Angers, 80-76 lors de la première journée. Un revers qui s'explique par une préparation tronquée avec des blessures. Les Monégasques ont été surpris en première mi-temps par l'intensité de jeu d'une équipe habituée à la N1. On a fait un match de championnat et on a vu que la première mi-temps on n'était pas vraiment prêt puisque il y a 25 points de retard, donc c'est beaucoup. On a failli gagner, on est passé devant. Il a manqué un petit quelque chose. J'espère que le match va beaucoup nous servir. En plus, on récupère maintenant Diego Bebob, donc un des 2 blessés. Jason Jones devrait récupérer aussi le groupe dans quelques jours. Donc ça devrait aller de mieux en mieux. Mais bon, maintenant le championnat est démarré. Et pour la suite du championnat, les basketteurs monégasques visent haut. L'objectif est clair, finir dans les 4 ou 5 premiers afin de se qualifier pour les playoffs. Et pourquoi pas envisager une montée en Pro B.
On est promu, mais on a envie de montrer que Monaco est une place forte du basket, de retrouver ce leadership qu'il y avait dans les années 90. Donc on est vraiment ambitieux, on a des envies, avec Jean-Michel Sénégal qui est, je pense, l'homme de la situation pour réaliser tout ça. On est ambitieux et puis il faut l'être de toute façon quand on vient de monter, donc on a envie d'être sur la même dynamique, j'ai envie de dire, et donc si on peut continuer, on le fera. On joue à 10 cette année, donc dès qu'il y a quelqu'un qui sort, on peut avoir la même intensité sur le terrain, donc ça c'est très important sur les rotations, quoi. Pour atteindre leurs objectifs, les Rouges et Blancs ont effectué un gros recrutement. Le club ressemble déjà un peu à une équipe professionnelle avec 5 entraînements par semaine, certains joueurs et un entraîneur rodé à la Pro A ou la Pro B. Le club se structure pour atteindre l'échelon supérieur. Prochain test mardi à Sorgues. C'est la fin de ce journal des sports. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Monaco Info.